Le raisonnement qui a toujours guidé l'exploitation, c'est de pratiquer une agriculture qui soit transmissible. Donc on peut l'appeler agriculture raisonnée, agriculture durable, etc. On peut utiliser le terme qu'on veut. Et donc l'idée, c'est aussi aujourd'hui de devenir beaucoup plus indépendant vis-à-vis des engrais que l'on achète, des engrais de synthèse, des produits phytosanitaires. Mais aussi, on est en train de réfléchir aussi sur le volet énergie, puisqu'on est quand même extrêmement dépendant, je dirais, même des pays extérieurs. Donc tout ce qui concerne les engrais, aujourd'hui, nous sommes partis dans un système d'échange paille-fumier, puisqu'on a une région d'élevage qui se situe à une dizaine de kilomètres. Donc ça nous permet de résoudre ce problème. La partie utilisation de produits phytosanitaires, depuis 6 ans, on teste avec la Chambre d'agriculture un certain nombre de pratiques qui permettent de diminuer fortement l'utilisation des produits phytosanitaires, donc réintroduction du désherbage mécanique, utilisation de variétés beaucoup plus tolérantes aux maladies, beaucoup plus d'observation, et ce qui nous permet de gagner déjà un certain nombre d'interventions. Nous nous trouvons ici sur une parcelle pédagogique sur laquelle toutes les cultures de l'exploitation en ITERL Terre de Cœur sont représentées. Donc vous avez 9 cultures différentes, avec aussi les aménagements que l'on peut trouver sur les autres parcelles de l'exploitation, c'est-à-dire des bandes enherbées sur lesquelles vous trouvez 3 espèces d'herbes, en particulier du sainfoin et du trèfle blanc, avec à l'intérieur des bouquets d'arbustes qui vont permettre à une certaine biodiversité de se développer, et en particulier tous les auxiliaires des cultures. En effet, l'objectif de l'exploitation aujourd'hui, c'est d'utiliser les auxiliaires pour lutter contre tous les parasites que l'on trouve dans nos cultures spécifiques de Champagne-Crayeuse. Et pour ce faire, les parcelles sont coupées en 2 ou en 3, ce qui fait en gros des parcelles de 5 à 7 hectares. Donc là, au milieu du champ de betterave, vous avez donc cette fameuse bande enherbée, donc qui fait partie aujourd'hui, je dirais, d'un début de trame verte. Ça fait 2 années que la bande enherbée est mise en place. Et au bout de 2 années, vous avez un équilibre qui s'est fait entre la bande enherbée et la culture. Et aujourd'hui, vous n'avez plus aucun dégât le long de cette bande enherbée. Les 2 premières années, on a souvent des dégâts un peu de limaces et un peu de mulots. Alors ce problème-là, on le résout par le développement des carabes qui vont se développer dans cette partie-là, qui sont des petites bêtes qui vont pouvoir circuler 80 mètres de chaque côté de la bande enherbée, donc ce qui fait qu'il balise à peu près toute la parcelle, puisque là il y a à peu près un bon 80 mètres de chaque côté. Et puis alors pour résoudre le problème des mulots, donc les carabes eux, ils résolvent le problème de la limace, puisqu'ils consomment des limaces. Et pour résoudre le problème des mulots, vous avez là-haut des piquets, et sur ces piquets, ces 2 piquets là servent de perchoir, et donc ça permet aux oiseaux, aux buses et aux oiseaux diurnes de se poser et de consommer en réalité les mulots qui pourraient se développer le long de la bande enherbée. Et je vous garantis que cet hiver, comme on a eu un hiver doux pendant une bonne partie de l'hiver, il y avait énormément de mulots, souris et tout autres animaux qui se sont développés dans ces bandes enherbées. Ce n'était qu'une galerie. Et en réalité, on n'a pas eu de problème quand on a semé au printemps ces betteraves-là, puisque la population avait été régulée par ces animaux. Il y a l'aspect aussi abeilles, puisqu'on est en contact permanent avec des apiculteurs, pour aussi fournir de la nourriture aux abeilles. Et le gros défaut de nourriture, il se situe dans la période août-septembre, essentiellement, juste avant que les abeilles hibernent. Et donc à ce moment-là, ça leur permet de refaire leurs réserves. C'est que les abeilles permettent, au niveau du colza et du tournesol, sont très utiles pour la fécondation de nos cultures. Et donc on espère bien augmenter notre productivité rien que par le développement de ces populations d'abeilles. Le progrès, pour moi, je le situe à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est le bien-être du paysan. C'est l'axe principal pour qu'il soit bien dans sa peau, qu'il soit bien dans son métier et qu'il puisse après réfléchir et redévelopper de nouvelles techniques. Et donc, il réfléchit au redéveloppement de l'agronomie, à l'indépendance de sa... Et ça va un peu à l'encontre de... Quand on parle du progrès, on parle plutôt du progrès technologique. Il faut continuer de produire parce qu'on a une population mondiale qui est là et qui arrive et il y a des gens qui meurent de faim tous les jours. Mais d'un autre côté, on voit que les techniques qui ont été employées, on a exagéré sur l'utilisation... Alors je parle dans ma région, sur Champagne-Crayeuse, on a utilisé l'exagération l'utilisation des engrais et on a exagéré l'utilisation de la chimie. Donc aujourd'hui, il ne faut pas acheter les engrais, il ne faut pas acheter la chimie au feu, mais
il faut se dire, il y a certainement à retrouver un certain raisonnement différent, surtout l'aspect agronomique, pour pouvoir utiliser d'autres techniques qui sont moins, je dirais, nocives pour l'environnement. Pourquoi la recherche demain ne sortirait pas des variétés de blé avec des nodosités qui capteraient un certain nombre l'azote de l'air? Pourquoi pas? Donc il ne faut pas non plus aussi jeter la recherche. La recherche, on en a besoin. Donc je pense que tous les progrès, et donc là on revient à la notion de progrès, tous les progrès mis ensemble nous permettent d'avancer dans le bon sens. Ce qu'il faut, c'est se fixer les bons objectifs. Et le bon objectif aujourd'hui, c'est produire autant pour nourrir la planète, mais produire plus propre.